Les 12 travaux d'Hercule de Marc Bergevin. Salut tout le monde, bienvenue au 4e épisode de la 4e édition du podcast Drop la POC avec votre humble serviteur Olivier Breton. Et aujourd'hui, il sera question évidemment du Canadien de Montréal. Je vous avais promis lors du 3e épisode qu'on ferait un tour de l'alignement actuel du Canadien et qu'on est en train de voir également si finalement cette formation-là c'est oui ou non améliorée et si on peut aspirer aux grands honneurs en finale de la Coupe Stanley lors de la saison 2020-2021. Alors une petite analyse du bleu, blanc, rouge et il s'est passé beaucoup de choses dans les derniers jours depuis le 3e épisode. Notamment, ça vient de sortir ce soir, il y a environ, je vous dirais environ 30 minutes. Brendan Gallagher qui a signé une prolongation de contrat de 6 saisons avec le Canadien d'une valeur annuelle de 6,5 millions de dollars. Alors, mon analyse sur cette signature-là, c'est que je vous dirais, en frais de salaire, Brendan Gallagher a quand même prouvé ces dernières années qu'il était capable de la mettre dans le net. Ça, faut se le dire. Gallagher est un excellent leader, un très bon joueur. Il a toujours le nez dans le trafic et je pense que c'est probablement le joueur le plus apprécié de l'organisation et aussi des partisans. Mon seul petit hic, et c'est un peu la critique des gens avec lesquels j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est peut-être la durée qui est problématique encore une fois. Notre cher ami Marc Bergevin qui a tendance, je vous dirais ces temps-ci, à signer un peu plus à long terme. On se rappelle la durée de Josh Anderson, un contrat de 7 ans. Et là, on signe par la suite Tyler Toffoli, 4 ans à 4,25 millions de dollars. Et là, soudainement, on ajoute Brendan Gallagher, 6 ans à 6,5. Alors, moi, ce que ça m'indique, c'est que le core du Canadien, c'est-à-dire vraiment le cœur de l'organisation, est vraiment solidifié pour les prochaines saisons. Ça laissera pas beaucoup de place à d'autres joueurs ou à d'autres jeunes qui voudraient pousser dans l'organisation. Je pense notamment à Cole Caulfield. Je pense que ce jeune va faire sa place tranquillement, pas vite, mais avec des joueurs comme Gallagher, Toffoli, Drouin, Anderson. Alors, ce sont tous des contrats qui vont durer environ en moyenne de 4 à 5 ans et même plus des fois. Ça fait en sorte que le cœur de l'organisation restera sensiblement la même, je vous dirais, pour quelques années. Si on prend le temps de regarder l'alignement actuel, les 3 premiers trios chez les Canadiens, faut s'attendre à ce que Danault retourne probablement avec Thomas Tatar qui va écouler la dernière année de son contrat. On a Brendan Gallagher qui va être de retour aussi avec sa dernière année de contrat à 3,5 millions. Alors on va avoir un trio qui est stable, qui a joué ensemble les 2 dernières saisons et selon moi on devrait les revoir encore une fois les 3 ensemble. On a un Suzuki qui peut-être pourrait piloter un trio avec Josh Anderson et Tyler Toffoli. Ça, je vous dirais, j'haïs pas ça. Je suis pas le plus grand fan de Tyler Toffoli. C'est pas un mauvais joueur de hockey. Je pense que c'est un excellent sniper. C'est quelqu'un qui est capable de la mettre dedans. C'est pas quelqu'un qui a marqué énormément de buts lors de ses dernières saisons. A eu quand même des passages à vide avec les Kings. A eu une certaine renaissance la saison dernière avec les Canucks, notamment en fin de saison. Il y a eu quand même aussi un beau flash aussi en séries éliminatoires. Reste à voir si Toffoli pourra suivre cette tendance-là avec le Canadien. Moi, ce que j'aime, c'est que Toffoli, comme je le disais, c'est un sniper né. Je vous dirais, c'est pas mal son plus grand atout. Il est capable de la mettre dedans. Très bon tir du revers. Et il se retrouve avec un certain Nick Suzuki, qui est probablement le meilleur fabricant de jeu du Canadien. Et de l'autre côté, on a un Josh Anderson qui est capable de se mettre le nez dans le trafic. Je le disais lors du précédent épisode, c'est un dark horse, on le sait, Anderson, capable de vraiment avoir un bon forecheck, power forward, il patine. Anderson aussi a pratiquement marqué 30 buts à un moment donné dans la Ligue nationale avec les Blue Jackets, alors ça m'étonnerait pas que Anderson puisse encore une fois remplir le filet de façon régulière. Alors, il reste que Suzuki se retrouve avec 2 alliés très intéressants. Et si on regarde le 3e trio, on se retrouve avec KK, Jesperi Kotkaniemi, avec Drouin à sa gauche et Joel Armia à sa droite. Et là, c'est là que j'ai un gros bémol. Parce que là, présentement, le Canadien défonce dans sa masse salariale et devra procéder à une transaction à court terme parce que présentement, ça fonctionne juste pas. On a également sur la 4 Byron et Poehling ainsi que Lekonen. Il va falloir liquider un petit peu de salaire parce qu'il y en a beaucoup trop présentement à l'attaque.
Et moi, je me pose la question, qui sera l'attaquant du Canadien qui sera sacrifié et qu'est-ce qu'on peut peut-être obtenir en retour? De mon côté, si je regarde, certains m'ont dit qu'il serait intéressant de transiger Paul Byron, puis je pense qu'évidemment, ce serait la solution facile. Mais est-ce que c'est vraiment, je vous dirais, réaliste d'échanger Paul Byron aussi facilement? Et je vous explique pourquoi. Alors, Paul Byron, on sait, est un peu sur la pente descendante depuis peut-être une saison ou deux. A signé l'an passé, en fait, il y a 2 ans, en 2018, un contrat qui lui rapporte annuellement 3,4 millions de dollars. Et il reste encore 3 ans au contrat de Paul Byron. Alors, est-ce que le Canadien serait en mesure d'échanger Byron sans être obligé de retenir du salaire? Et c'est là que je me pose de sérieuses questions à ce niveau. Byron, on le sait, c'est un joueur qui a apporté beaucoup aux Canadiens, mais il est rendu à 31 ans. C'est sûr que son coup de patin a toujours été son atout majeur. Je crois qu'il va encore continuer à avoir un bon coup de patin et puis une bonne lancée. Mais il reste que ses atouts offensifs s'en viennent de plus en plus limités. Si on regarde ses statistiques l'an passé, Byron a produit 31 points en 56 matchs. En 2018-2019 et l'an passé 10 points en 29 matchs. Il y a eu un certain flash en série avec 4 points en 10 matchs, mais il faut dire qu'il jouait sur le 3e trio aussi. Alors, est-ce que Paul Byron pourrait être une monnaie d'échange intéressante pour Marc Bergevin? Est-ce qu'une équipe de la Ligue nationale serait prête à obtenir les services de Paul Byron? Parce que si on pense aux joueurs en tant que tel, je crois que Byron a encore sa place dans la Ligue nationale et peut apporter un certain atout pour une équipe qui a besoin de profondeur à l'attaque. Mais ce qui pose problème, encore une fois, c'est le contrat. Il reste 3 ans au contrat de Byron, 3,4. Alors ça pèse quand même assez lourd, je vous dirais, pour un joueur de profondeur. Alors, c'est pourquoi moi je pense que l'option intéressante pour Marc Bergevin serait plutôt d'échanger un Joel Armia. Et pourquoi échanger Armia? Je crois qu'Armia apporte un certain jeu que d'autres joueurs du Canadien sont capables d'apporter présentement. La signature de Josh Anderson notamment, je pense que Anderson est un joueur qui est sensiblement dans le même style qu'Armia, mais avec un flair beaucoup plus offensif, je vous dirais, avec un potentiel, un upside offensif beaucoup plus développé. Ce qui fait qu'Armia, je doute qu'il puisse encore avoir une place importante dans l'alignement du Canadien. Je regarde présentement Lekonen sur Daily Faceoff, sur le site Daily Faceoff, qui a été placé sur le 4e trio avec Pearling et Byron. Moi, je vois très bien Lekonen encore être capable de jouer sur le 3e trio. Je suis pas le plus grand fan d'Arthur Lekonen. Ceux qui me connaissent savent très bien que Lekonen, je trouve que ce joueur-là est instable. On ne sait jamais à quoi s'attendre de lui, mais on le sait qu'il est capable de nous montrer certains flashs à certains soirs. Alors, il est capable de nous marquer 2 buts comme il est capable de s'effacer pendant 20 games. Mais je crois quand même que Lekonen a encore sa place dans l'alignement. Et sur un 3e trio, ça serait très intéressant de le mettre, par exemple, à gauche de Kotkaniemi et de peut-être placer soit un Toffoli ou un Anderson. Et là, on a un Joe Drouin aussi on risque peut-être de revoir dans le top 6 ou qu'on pourrait faire compléter un trio aussi avec Kotkaniemi. Mais tout ça pour dire que le joueur qui, selon moi, devrait être sacrifié, c'est un Joel Armia. Et essaie de combler ça peut-être avec un Jake Evans ou un autre joueur qui pourrait compléter l'alignement du Canadien. On a des gars qui s'en viennent en bas, là. Puis moi, je considère aussi que si on pense à Cole Caulfield, on le sait que c'est l'avenir du Canadien. Cette année, il ne sera pas de l'alignement, on le sait. Mais il faut penser pour la saison 2021-2022 et Caulfield devra avoir une place chez le Canadien à l'aile droite. Et là, présentement, il y a évidemment une congestion à l'aile droite. On a Gallagher, on a Anderson, on retrouve également Toffoli qui naturellement joue à l'aile droite, mais qui soudainement, selon Daily Faceoff, se retrouve à l'aile gauche. On le sait, Toffoli est capable de jouer autant ailier gauche qu'ailier droit, mais naturellement, si on le met à sa position naturelle, serait plutôt ailier droit, et c'est là qu'il a connu le plus de succès dans la Ligue nationale. Si je regarde d'autres options que Marc Bergevin pourrait envisager, on essaie de liquider du salaire en attaque. Je regarde Jordan Wheel à 1,4. Je pense au pauvre Charles Hudon qui n'a toujours pas signé. Lui, il n'a pas vraiment d'impact présentement sur la masse. Mais si on ne veut pas non plus le laisser comme RFA, alors Hudon va probablement être à la recherche d'un contrat two-way.
Mais encore là, on ne veut pas que Hudon prenne de la place sur la masse salariale du Canadien. Alors, il n'y a pas beaucoup d'options pour Marc Bergevin. Je regarde aussi le contrat de Philippe Danault qui termine une dernière année de son contrat à 27 ans. 3,83 millions de dollars par saison. Sera agent libre sans compensation à l'an prochain à 28 ans. Alors c'est un autre dossier que Marc Bergevin devra gérer, celui de Philippe Danault. Est-ce que Danault a encore sa place avec le Canadien? Il m'a pas épaté vraiment durant les séries. Défensivement, ça reste un attaquant, un centre très fiable, mais offensivement, il nous a pas montré grand-chose durant les séries. 3 points en 10 matchs. Présenté un différentiel de -1. Mais historiquement, avec le Canadien, habituellement, on a toujours des saisons qui sont défensivement très acceptables. On est souvent dans le plus 10, plus 15, plus 17. Alors, c'est pas mauvais. Mais encore une fois, est-ce qu'on va vraiment vouloir prolonger le contrat de Philippe Danault avec le Canadien? Ça, j'en doute peut-être un petit peu. Et c'est à se demander si Danault n'est pas arrivé dans son prime, là, finalement, et qu'on a déjà eu le meilleur de Philippe Danault. Alors, c'est une question que je me pose aussi. On a Tomas Tatar également. Certains ont dit qu'il pourrait être sur le marché des transactions. Moi, présentement, je n'y crois pas vraiment. Ça a été le meilleur attaquant du Canadien l'an passé. Va commander un salaire de 4,8 millions l'an prochain. Ça reste un top 6. A prouvé depuis son arrivée chez le CH qu'il pouvait jouer dans le top 6. Il est capable de le mettre dans le net. C'est peut-être pas le joueur le plus efficace en série, mais il reste qu'à 4,8 avec en plus 500 000 $ qui est retenu encore par les Golden Knights depuis l'échange de Max Pacioretty. Ça reste une bonne transaction et ça reste un bon atout pour le Canadien. En série, c'est un petit peu moins illustré, seulement 2 buts en 10 matchs. Mais une très bonne saison, sa meilleure saison en carrière, avait fait 61 points en 68 matchs. On se rapproche de 1 point par match pour Tomas Tatar. Alors, est-ce que Marc Bergevin va être prêt à laisser aller Tatar qui semble s'amuser à Montréal? 2 bonnes saisons depuis qu'il est avec la Sainte-Flanelle. 58 points aussi en 2018-2019. Et très fiable défensivement également. En 2018-2019, il avait présenté un différentiel de plus 21. Et cette année, un différentiel un peu moins efficace. 5, mais quand même reste dans le positif. Ça reste un attaquant très intéressant. Tomas Tatar n'est pas si vieux que ça non plus. Est-ce qu'on va le laisser aller? C'est ça que je me pose comme question. Il y a 30 ans, Tatar. C'est sûr qu'il est, encore une fois, on est pas mal dans l'apogée de Tomas Tatar. Il va être aussi agent libre sans compensation à la fin de ce contrat-là. Alors, ça sera à surveiller. Marc Bergevin a tout un casse-tête à régler. Si on regarde sur le plan défensif, ben là, c'est un petit peu plus stable. On a Shea Weber, évidemment, qui sera de retour avec un contrat qui va se terminer quand il va prendre sa retraite. Ben Chariot, qui va piloter à la gauche de Shea Weber. On va avoir Petrie, suivi de la signature de Joel Edmondson. Alors, selon moi, ça va être un bon duo qui est quand même assez mobile et assez gros aussi. Alors, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et là, on note également l'arrivée d'Alexander Romanov. Ça va amener un jeu beaucoup plus actif, je vous dirais, dans la défensive du Canadien. Au lieu d'avoir un Victor Mété qui est capable de patiner, mais qui ne sait absolument rien faire d'autre, je pense qu'Alexander Romanov va pouvoir amener un jeu beaucoup plus complet. Moi, selon mon analyse, j'ai envie de le comparer à un certain Charlie McAvoy. Pas en train de dire que c'est McAvoy, mais il a un style un peu à la McAvoy, un défenseur très mobile, capable de monter la rondelle, bonne première passe et capable de lancer au filet aussi et d'obtenir des chances de marquer. Alors, c'est un contrat qui va durer 2 saisons à 894 000. Ça, c'est un atout majeur pour l'organisation. Et on aurait signé finalement Victor Mété à 735 000. 1 an seulement, il faut quand même le noter. Et selon moi, ça démontre que le Canadien, l'organisation, n'a pas vraiment confiance présentement en Victor Mété. C'est un contrat, on va se le dire, qui est comme un essai en fait pour Victor Mété, qui, je vous dirais, a de la difficulté à progresser, à se développer dans la Ligue nationale depuis son arrivée. Et finalement, on a Brett Kulak qui, lui, commande un salaire de 1,8 million de dollars. Ça, c'est quand même une aubaine parce que Brett Kulak a eu de très bonnes séries. On n'en parle pas beaucoup. C'est un défenseur très sous-estimé. Mais il a vraiment fait un bon ouvrage pour le Canadien durant les séries. Une production de 3 points en 10 matchs. Différentiel de plus 2. Alors, devrait faire aussi partie de l'alignement
défensif du Canadien. Et aussi, aujourd'hui, on a eu une prolongation de contrat de Jake Allen, le gardien auxiliaire de Carey Price, qui a signé une prolongation de contrat de 2 ans. Alors, on sait que cette année, il va écouler la dernière année de son contrat, 4 350 000. Âgé de 30 ans déjà, Jake Allen, il faut le noter. Il signe 2 ans de plus à 2 875 000. Et je vous avouerai que celle-là, je la comprends pas. Pourquoi Marc Bergevin, avant même de voir comment se débrouillait Jake Allen et de voir quelles sont ses performances dans l'uniforme du Canadien, a décidé de donner immédiatement une prolongation de contrat à Jake Allen, ce qui nous amène à 32 ans. Vous allez dire, c'est un petit peu moins peu pour les gardiens de but, j'en conviens, mais il reste qu'on n'a rien vu de Jake Allen à Montréal. Alors, je trouve que Bergevin, là-dessus, a peut-être dépensé un peu rapidement, surtout qu'on sait qu'on a un excellent prospect qui dort présentement à Laval. Il s'agit du gardien Cayden Primo, très bon espoir, un des meilleurs espoirs du Canadien. Et le gardien, présentement, est âgé de 21 ans. Il coule présentement son entry-level contract à 880 000 par saison, ce qui va se terminer en 2022. Et moi, ce que je vois, justement, est-ce que Bergevin a signé Allen dans l'intention de permettre à Primo de terminer ce contrat-là et d'ensuite faire son entrée dans la Ligue nationale. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que le Canadien ne profite pas de la fenêtre de Primo, qui aurait pu peut-être être un auxiliaire à Carey Price dès aujourd'hui, dès cette saison, et qui aurait permis aux Canadiens d'économiser des dollars et peut-être d'aller chercher un autre joueur de profondeur, soit en défensive ou à l'attaque. C'est là que j'arrive mal à expliquer le move de Marc Bergevin. Mais pendant plusieurs saisons, je sais qu'on a chialé sur le fait que Carey Price était jamais bien épaulé. On a eu plusieurs gardiens auxiliaires qui n'ont pas fait la job. Charlie Lindgren, si on pense à Niemi, et j'en passe, on a eu beaucoup de gardiens auxiliaires et jamais ces gardiens-là étaient capables de faire une bonne job derrière Carey Price. Et là, on le sait que c'est une saison qui va être écourtée en frais de temps. Il va y avoir beaucoup ça va être très condensé, on va avoir beaucoup de 2 matchs en 48 heures. Alors, probablement que Bergevin cherchait un plan afin de reposer Carey Price. Et c'est pour ça qu'on a été chercher un des deuxièmes gardiens, un des gardiens auxiliaires les plus respectés, je vous dirais, présentement dans la Ligue nationale, Jake Allen. Mais moi, ce que je critique un petit peu, c'est qu'on n'a même pas attendu de voir si Jake Allen était dans sa chaise comme auxiliaire de Carey Price et qui faisait une bonne job. Et on a déjà décidé de le signer 2 ans de plus, en espérant que ce pari-là va être gagnant pour l'organisation, parce que si je regarde présentement la masse salariale, on est coincé, mes amis, à 81,1 millions sur une possibilité de 81,5. Alors, ça va être très difficile pour Marc Bergevin de manœuvrer les prochaines saisons. Alors, il va falloir qu'il se fasse un petit peu de ménage, ça c'est certain. Et je me demande vraiment qui va écoper là, dans cette équation-là, parce que présentement, on n'est pas prêt à débuter la saison. Il y a vraiment des problèmes à régler sur le plan salarial. Également, il s'est passé plusieurs choses sur le marché des agents libres. On se rappelle qu'en fin de semaine, il y a eu la signature de Alex Pietrangelo avec les Golden Knights de Vegas. Une grosse entente qui va lui rapporter 8,8 millions de dollars par saison sur une durée de 7 ans. Alors ça, c'est un méchant contrat. Certains vont dire qu'à 8,8, ça reste quand même raisonnable, mais encore une fois, 7 ans pour Alex Pietrangelo. Oui, présentement, c'est sans contredit un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, mais est âgé présentement de 30 ans. Alors on le sait que Pietrangelo est dans son prime, et ça nous mène à l'âge de 37 ans. Probablement, je vous dirais qu'à 70% du contrat, les Golden Knights vont probablement profiter des services d'Alex Pietrangelo, mais c'est certain que durant les 2 ou 3 dernières saisons, ce contrat-là va finir par être pesant pour l'organisation des Knights. Mais encore une fois, ça démontre tout le temps que durant le marché des agents libres, on sort le portefeuille, on donne des millions et des millions de dollars et on porte pas attention sur le terme. Ça a toujours été, je vous dirais, une tendance ces dernières années. Et encore une fois, cette année, c'est la même chose. 7 ans, 8,8 millions. Mais là, si on regarde la défensive des Knights, certains vétérans cette semaine qui ont chialé, je vous dirais, qui n'étaient pas vraiment contents de l'acquisition de Pietrangelo. Pas que c'est une mauvaise acquisition, que c'est un mauvais joueur, mais ça vient comme changer un petit peu la chimie. Le départ de Stastny n'a pas fait l'affaire de certains vétérans, dont Max Pacioretty. Est-ce que Pacioretty serait sur la sellette, justement, avec les Golden Knights?
Il y a eu certaines rumeurs à son endroit. Ce que certains vétérans sont en train de dire, c'est qu'on est tout le temps en train de jouer dans le core. On est tout le temps en train de changer, de modifier et de venir perturber la chimie de l'équipe. Et Pietrangelo, si on regarde, va être un atout majeur à la ligne bleue des Golden Knights. Mais si on regarde les performances de Shea Theodore cette saison, ainsi que dans les séries éliminatoires, Theodore était magique, un des défenseurs les plus sous-estimés présentement dans la Ligue nationale, a connu vraiment une très bonne saison et là on emmène un autre défenseur numéro 1 qui peut également être un général offensivement. Alors là je me pose la question si les deux ensemble vont pas se nuire un petit peu sur le plan offensif et sur l'avantage numérique. On se rappelle quand on a signé Erik Karlsson à 11 millions chez les Sharks, tout le monde disait, bon, ça y est, les Sharks vont gagner la Coupe Stanley. C'est la meilleure défensive de la Ligue. Ils ont tout pour remporter les grands honneurs. Et puis finalement, depuis que Karlsson était à Saint-Nosé, c'est le déclin total. Burns est plus l'ombre de lui-même. Encore moins Karlsson. Alors moi, je me pose la question, est-ce que justement, on s'est pas dit que Pietrangelo avait peut-être pas sa place tant que ça chez les Knights? Moi, ce que je déplore un petit peu, c'est que les Knights ont toujours la main heureuse avec ce genre de joueurs-là, c'est-à-dire des joueurs qui veulent le gros salaire, qui sont prêts à signer à long terme et qui prennent Vegas un peu comme destination soleil. Vraiment, depuis leur arrivée dans la Ligue nationale, les Knights ont toujours eu la main heureuse avec ce genre de joueurs-là et ça se poursuit encore. Ils sont prêts même à venir un peu, comme je disais, perturber la chimie de l'équipe qui s'est développée durant les deux dernières saisons. Alors, ça reste à voir, mais Pietrangelo, évidemment, c'est un excellent joueur de hockey, une bonne signature, mais il reste que j'ai hâte de voir si ça va avoir un impact soit positif ou négatif chez les Golden Knights. Et que dire de la signature de Taylor Hall chez les Sabres de Buffalo? Comme je vous avais dit dans le précédent épisode, je vous avais dit que Taylor Hall était à la recherche d'un contrat à court terme. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a signé 1 an à 8 millions avec les Sabres. Mais moi, j'ai vraiment été surpris qu'ils choisissent Buffalo comme destination. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Moi, je le voyais vraiment signer, honnêtement, je le voyais vraiment signer avec les Prédateurs de Nashville. Et c'est pas arrivé. Moi, je me questionne, est-ce qu'il a voulu justement signer à Buffalo dans l'intention de jouer peut-être à la gauche de Jack Eichel et évidemment de jouer aussi avec lui sur l'avantage numérique et ainsi un peu plus gonfler sa valeur pour ensuite être capable de rehausser sa valeur l'an prochain sur le marché des agents libres. Je crois que c'est une stratégie qui pourrait s'avérer gagnante pour Taylor Hall parce que là, vraiment, il va jouer avec un centre d'envergure, un centre de premier trio, Jack Eichel, centre de franchise chez les Sabres. Alors, ça va être très intéressant de voir aller les Sabres cette année. Ils commencent à avoir une offensive très redoutable. Je regarde les deux premiers trios, là. Alors, selon Daily Face-Off, ce qu'on a comme trio présentement, on aurait Jack Eichel qui piloterait le premier trio avec à sa gauche Taylor Hall, suivi de Victor Olofsson. Olofsson, on se rappelle, un sniper. Il en a marqué plusieurs, lui, l'an passé. On se rappelle aussi que les Sabres ont été chercher Eric Staal cet été. Aussi, ça a été une acquisition un peu surprenante. On sait que les Sabres ont quand même certains espoirs au centre, mais ils ont été avec le vétéran Eric Staal, qui piloterait un deuxième trio avec Jeff Skinner et Sam Reinhart, pas mauvais ça non plus. Et sur le troisième trio, on se retrouve avec Cody Eakin, l'ancien centre des Golden Knights, avec Tobias Reeder et Dylan Cousins, qui pourrait peut-être faire son arrivée dans la Ligue nationale. On sait, le grand Cousins, qui avait été repêché par les Sabres en 2019. Un espoir très intéressant à suivre. Ça en est un là, qui pourrait driver le net assez facilement. Là. Une bonne portée. Alors, puis si on regarde la défensive des Sabres aussi, c'est pas piqué des verres avec un Rasmus Dahlin qui avait été repêché premier overall en 2018, Rasmus Ristolainen qui est toujours dans l'alignement, Jake McCabe, Henry Jokiharju, Montour, Matter. Alors on a quand même une très bonne défensive. Encore une fois chez les Sabres, il manque un gardien de but. Carter Hutton, on l'a vu, là, c'est pas un gardien qui peut amener les Sabres dans les séries. Là. Alors ça va être une brèche qui devra être réglé là, chez les Sabres, mais offensivement, je pense que Taylor Hall va beaucoup profiter de la présence de Eichel et de Olofsson. Le power play va être redoutable. Si on regarde là, selon Daily Face-Off, Reinhart au centre, capable de gagner les mises en jeu, avec Olofsson à sa gauche, Hall à droite, Eichel à la pointe, on sait, il a un excellent work shot, et Rasmus Dahlin. Je crois que Taylor Hall a voulu tout simplement rehausser sa valeur dans le but de signer plus cher l'an prochain, et je vous garantis que ça ne sera pas avec les Sabres de Buffalo.
Buffalo n'est pas une destination pour les agents libres habituellement et ça m'étonnerait que ce joueur-là signe une autre fois avec cette organisation. Alors j'espère que vous avez apprécié ce 4e épisode de Drop la Puck. Je vous rappelle que prochainement, je vais faire une analyse des meilleurs joueurs de la Ligue nationale dans le but de préparer votre pool de hockey. On est seulement en octobre, vous allez dire, mais il n'est jamais trop tôt pour préparer notre pool de hockey. Alors le fameux Fantasy Draft, je vais vous présenter les 30 meilleurs attaquants de la Ligue nationale, ainsi que les 20 meilleurs défenseurs et les 15 meilleurs gardiens de but. C'est à surveiller. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!